Merci beaucoup. Donc, je voudrais remercier une fois de plus Chris Dias et son équipe, toute l'équipe d'étudiants, d'avoir organisé ce très joli colloque. Remercier aussi tous les organismes qui ont apporté leur financement et puis les personnes qui ont apporté leur parrainage bienveillant et qui sont ici. Et puis aussi féliciter particulièrement la personne qui a alors fait l'illustration ou bien la personne qui a trouvé l'illustration. C'est extrêmement joli cette petite ville comme ça dessinée. Et je félicite aussi les brodeurs et les brodeuses. Les brodeuses, les brodeurs, je ne sais pas s'il y a des garçons qui ont brodé, qui ont fait la nappe. Je trouve ça tout à fait extraordinaire. Je fais de la couture et de la broderie, donc je me rends bien compte du travail. Je trouve ça très joli. Vous êtes allés jusqu'à mettre le joli petit dessin sur les bouteilles qu'on va évidemment rapporter religieusement en France et qu'on gardera sur nos bureaux. Bom, ela agradece a equipe, a organização, agradece ao financiamento do evento também e especialmente agradece a pessoa que encontrou a ilustração, né, o logo que a gente chama aí do evento, que ela acha que é muito bonito. Felicita também os bordadores, né, bordadoras e bordadores. Nós tivemos meninos bordando também, né? Não vou citar os nomes, não. O Rômulo, o Brau, que está ali, também bordaram. Então, tivemos bordadoras e bordadores. E também a garrafa, né? Ela destaca o logo que está na garrafa e diz que certamente vão levar a garrafa para a França. Alors, je voudrais dédier ma conférence aux morts du 13 novembre. Et donc pour ça, vous avez remarqué que j'ai changé un petit peu le titre de la conférence. Je l'avais intitulé La voix des sans-paroles parce que je comptais travailler spécifiquement sur les sans-abri. Et puis finalement, évidemment, avec ce qui s'est passé, il y a eu beaucoup de phénomènes de solidarité en ligne. Et donc j'ai plutôt infléchi ma conférence qui du coup sera un petit peu déséquilibrée en l'appelant la voie de la solidarité dans les technodiscours urbains, urbanité technolangagière et corps discours géolocalisés. Bom, ela diz que vai dedicar a conferência aos mortos do 13 de novembro, né? E por essa razão ela mudou um pouco o título, porque houveram muitos movimentos de solidariedade, né, depois dos acontecimentos. Alors, quelques remarques en préambule pour présenter la manière dont je vais travailler. Donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure en présentant le réseau, j'adopte la perspective de l'analyse du discours numérique, ce qui suppose, alors là je le dis un petit peu rapidement, mais on pourra en parler dans les questions éventuellement pour les détails, une perspective post-dualiste, c'est-à-dire qui remet en cause les grands binarismes et les oppositions en particulier entre la réalité et la pensée, et là, en ce qui nous concerne, entre le langage et la technique, hein, ou entre le hors-ligne et le en-ligne. Ça suppose aussi une hypothèse externaliste, ça c'est une option philosophique qui pose une extériorité de l'esprit, et aussi une perspective environnementale ou écologique qui consiste à travailler sur un objet qui sera l'ensemble de l'environnement dans lequel se produit le discours et non pas sur le discours lui-même. Hein, c'est ce que j'appelle une linguistique symétrique. Bom, ela vai apresenta um pouco, né, faz alguns destaques do preâmbulo da fala dela e diz que vai falar então da perspectiva da análise do discurso digital, né, traz a questão do pós-dualismo, né, externalismo, meio ambiente, e vai falar um pouco da linguística symétrica. Donc cette perspective implique de travailler sur des matières langagières et discursives composites, hétérogènes, composées à la fois de langage et de technique. Donc c'est pour ça que j'emploie les termes de technolangagier et technodiscursif. Essa perspectiva, então, permite trabalhar sobre matérias linguageiras e discursivas compostas,
talvez, não sei se é a melhor tradução, da perspectiva tecnolinguageira e tecnodiscursiva. J'ai adopté sur les discours de la ville une perspective euphorique, c'est-à-dire une perspective plutôt bienveillante. Ce qui m'intéresse, c'est d'explorer dans cette communication, c'est d'explorer les formes de liens discursifs, les formes de résilience, de solidarité permises par la ville numérique. Je n'ignore pas que la ville numérique produit aussi des effets négatifs sur l'humanité, je ne l'ignore pas, simplement j'ai choisi de ne pas en parler aujourd'hui et de me concentrer sur des aspects bienveillants. Bom, ela diz que adota então sobre o discurso da cidade, né, uma perspectiva eufórica, né, disfórica sobre a cidade, né, e ela vai, como? Sim, tem o diferente ali, desculpa. Que difere da disfórica sobre a cidade. Vai explorar as formas dos laços discursivos, de resiliência, de solidariedade permitidos pelo digital. E ela diz também que ela não ignora que a cidade, que o numérico, né, a cidade digital, ela produz também coisas negativas, mas ela vai abordar o aspecto da solidariedade. Donc la question de recherche que je me propose d'explorer aujourd'hui peut se résumer ainsi: le fonctionnement techno-corpo-discursif, donc technique plus corps plus discours, du lien socio-numérique, puisque ce qui m'intéresse, c'est à la fois sur le web relationnel, le web social, la question du lien, mais aussi dans la ville, la question des liens que les citoyens peuvent faire à la fois entre eux et avec leurs environnements, dans des pratiques technodiscursives, puisque mon hypothèse est que le web, et en particulier le web urbain, permet aux citoyens d'inventer ou de reconfigurer de nouvelles pratiques discursives qui ont été beaucoup travaillées par la sociolinguistique, par exemple, mais qui intègrent la technique, et donc je propose le terme de pratique technodiscursive. Bom, a questão de pesquisa que ela vai trabalhar, então é sobre, né, se resume ao funcionamento tecno-corpo discursivo do laço socionumérico, né? Então o laço que os cidadãos podem fazer entre eles. Na perspectiva das práticas tecnodiscursivas, né, ela diz, e aí ela vai falar que a web, né, ela permite aos cidadãos inventar novas formas discursivas. Donc, je propose trois points. Tout d'abord, un point urbanité langagière, linguistique de la ville, un petit point historique en fait sur les travaux sur langage, discours et ville en France, qui ont été surtout assumés par la sociolinguistique. Ensuite, proposer le champ des urbanités discursives, proposer des pistes pour des travaux futurs, donc un champ à constituer, et puis véritablement plonger dans les discours solidaires en ligne, donner des exemples de pratiques technodiscursives de l'urbanité. Bom, ela vai falar a partir de 3 pontos, né? Ela vai propor 3 pontos. O primeiro, urbanidades linguageiras, né? Linguísticas da cidade, e o estado da arte em sociolinguística, né? Ela vai trazer uma questão, um ponto histórico sobre os trabalhos em linguagem e discurso sobre essa questão. O segundo ponto, urbanidades tecnodiscursivas, um campo a se constituir, né? E são pistas aí para os trabalhos discursivos. E o terceiro ponto, discursos solidários online, práticas tecnodiscursivas da urbanidade. Alors, donc, premier point, état de l'art en sociolinguistique. Alors, en France, la sociolinguistique urbaine, elle commence avec le livre de Calvet, 1994, Les voix de la ville. Donc, introduction à la sociolinguistique urbaine. Donc, ce qui m'intéresse, c'est l'étiquette. Calvet propose sociolinguistique urbaine. Alors, je ne vais pas détailler, je communiquerai le PowerPoint et donc il sera mis sur le site du LabEORB si ça vous intéresse, donc vous pourrez
détaillé. Les 6 chapitres de Calvet concernent d'abord le plurilinguisme, la ville comme lieu de brassage des langues, ensuite la notion de communauté de langue, l'urbanisation sur l'assiette linguistique des États, donc des questions de politique linguistique, et puis après, il y a des études de cas, Dakar pour l'insertion professionnelle, Paris pour la parole urbaine, où il travaille le rap et le verlan, et ensuite le Mali. Alors ça, je pense que c'est peut-être pas la peine de traduire le détail, mais tu peux traduire plutôt la critique. Alors, la critique qui est faite à Calvet, qui est déjà celle de Mansi en 1995, vous avez dans votre dossier un exemplier avec le plan de ma conférence et puis toute la bibliographie. Pardon, j'ai oublié de vous le dire. Donc Mansi 95, qui est vraiment un sociolinguiste pour lequel j'ai beaucoup d'admiration, il reproche à Calvet, en fait, de ne pas prendre en compte tout ce qui nous intéresse en analyse du discours et tout ce qui a intéressé Eni Orlandi quand elle a commencé à travailler sur la ville, c'est-à-dire la subjectivité des citoyens et des gens qui circulent dans la ville, le point de vue des normes, à la fois les normes extérieures et les normes intérieures. Je reviendrai sur la discussion, sur la distinction d'Eni entre ordre et organisation, les sentiments, les pratiques, les attitudes, les représentations. Et c'est effectivement ce qui manque, et vous allez voir dans tout ce que je vais décrire, dans la sociolinguistique urbaine telle qu'elle est pratiquée actuellement en France. Bom, ela vai falar então a partir do primeiro ponto, né, e vai trazer a perspectiva de Calvet, né, que é da sociolinguística, né, o primeiro ponto, sociolinguística urbana, que começa então com o livro do Calvet. Ela pede para eu traduzir mais a questão da crítica. É 1994, sei lá, que é então em 1994, e há um autor que eu perdi o nome. Mansi. Mansi. Oui, voilà. Então, Mansi, em 1995, aí que tá, ele faz uma crítica, né, à questão da subjetividade, e ela destaca que é um ponto que o trabalho da Eni vai abordar, e mais para frente, quando ela falar de ordem e organização, ela vai trazer isso. Uma crítica também à questão do sentimento, a prática, as atitudes e as representações. E o ponto de vista das normas, tanto externas quanto internas. Alors, donc, 10 ans après, Calvet écrit un article donc, que vous avez en bibliographie, Les voies de la ville revisitées, sociolinguistique urbaine ou linguistique de la ville. Donc, 10 ans après, Calvet fait le bilan du courant qu'il a lui-même lancé, sociolinguistique urbaine, donc retour sur la décennie 95-2005, et il résume, donc on va regarder que les choses en gras, tu peux, si tu veux, ne traduire que les choses en gras, autrement on va perdre du temps. Il dit voilà, il y a la sociolinguistique urbaine, elle se concentre sur 3 points. Les villes plurilingues, la mise en mots de la ville, donc les procédures de nomination, de désignation, comment on nomme la ville, donc les noms des rues, les noms tout ce qui est toponymie. Et troisièmement, la ville considérée comme productrice lexicale. Et là, ce qui est visé, c'est les études que Calvet reconnaît comme étant les plus nombreuses et les plus médiatisées, qui est le langage des jeunes dans les cités. Avec, évidemment, les réserves des sociolinguistes, en particulier de Françoise Gadet, qui pense que, les jeunes, c'est une catégorie qui n'existe pas, et les cités non plus. Donc, mais en tout cas, voilà. Donc, la question plurilingue, la nomination de la ville, et puis le langage des gens dans la ville et le langage dans les cités. Bom, então ela vai falar, né, a partir do Calvet, as cidades plurilingües, né, num primeiro momento, depois
mise en mots, Désignation, nomination. colocação em palavras, vou dizer assim, como por exemplo o nome de rua, né, rua, enfim, e a produção, a cidade considerada como produtora lexical, né, sobretudo a questão da linguagem dos jovens nas cidades, e aí ela fala da questão que isso enfrenta toda uma reserva, né, da sociolinguística. Voilà. Deuxième étape, Thierry Bulot. La sociolinguistique urbaine institutionnalisée. Thierry Bulot, c'est un chercheur en sociolinguistique de la ville de Rennes. Il y a un gros centre de sociolinguistique à Rennes. Et lui récupère, si vous voulez, l'étiquette sociolinguistique urbaine et il en fait un champ avec un site internet, une reconnaissance institutionnelle. Enfin, pour lui, c'est vraiment un champ institutionnalisé. Et donc, alors, j'ai mis quelques citations, mais pas du tout pour les traduire. Mais il attribue à la sociolinguistique urbaine la fonction d'apporter une connaissance des systèmes linguistiques issus de la culture urbaine. Donc, on est encore sur cette idée que travailler les discours de la ville, c'est travailler la ville comme productrice de discours. Et donc, il écrit après, là ce qui est un peu plus intéressant pour nous, il faut penser la ville comme une matrice discursive, mais on est toujours sur cette idée de causalité, hein, et donc du coup de séparation entre la ville d'un côté et les discours de l'autre. On a la ville qui produit des choses et qui produit des discours, donc conception classique du locuteur qui est quand même distinct de sa production. Or, évidemment, la perspective d'Henni, la mienne et celle de Chris, c'est une perspective différente qui est justement post-dualiste et qui est l'idée d'intégrer totalement le sujet, les discours et la ville dans un ensemble écologique. Je suis désolée, je ne suis pas ma feuille. Oui, je me perds un peu, mas vamos Mais tant pis, tu résumes. Bom, eu disse que eu me perdi um pouco, porque ela saiu um pouco do plano, então eu me perdi um pouquinho. Bom, mas acho que, tentando resumir, né, isso que ela vai falar, então já está no Bulot, né, que é o item 1.2, a sociolinguística urbana institucionalizada, né, a partir do Bulot, e ela vai dizer que ele traz um sentido de sociolinguística em Rennes, né, e ele atribui à sociolinguística o trabalho da cidade como produtora de discurso, né, mas ainda é uma matriz discursiva, mas ela está sempre ligada a uma produção mais tradicional, né? Ela diz que não é a mesma coisa que uma produção dualista, que é o campo no qual ela trabalha, a Henni trabalha, né? Ela cita também o meu trabalho, que vai pôr em relação à questão sujeito, discurso e cidade. Alors, dans un article de 2011, il fait une synthèse sur la sociolinguistique urbaine et j'ai mis les mots-clés en gras. Les mots-clés de la sociolinguistique urbaine, ça sera la dénomination des lieux et des espaces, le travail sur les dynamiques identitaires, la démarcation des langues et la distinction des espaces, les signalétiques linguistiques et la ségrégation spatio-linguistique. Hein, mais donc on a toujours une perspective un petit peu externe, hein, qui va décoller, si vous voulez, les matérialités langagières des contextes de leur production. Bom, ela fala de um artigo que ele publicou em 2011 que faz uma síntese sobre a linguística urbana e na qual ele vai falar da dinamização dos espaços, da questão da nominação, mas que vai sempre cair numa perspectiva externa, né, que coloca o contexto, né, vai trabalhar mais essa questão do contexto mesmo. Alors là, j'ai mis une liste. Donc, alors, il y a des journées internationales de sociolinguistique urbaine qui sont organisées donc à Rennes, en Bretagne, par l'équipe
de Thierry Bulot. Et donc là, je vous ai mis les mots-clés de la dernière journée. Et donc, on retrouve des questions de nomination d'espace, des questions de plurilinguisme, des questions effectivement de ségrégation linguistique articulée sur des ségrégations spatiales, la question de la diasporisation des langues, par exemple, la question de la précarisation et de ce qu'il appelle l'exclusion socio-langagière, par exemple. Bom, ela vai falar das jornadas internacionais, né, que são organizadas em Rennes e que vão tratar das questões de identidade urbana, espacialização, vernacular urbano, território na cidade, imaginário linguístico, colocação em palavras do espaço urbano, secção linguística. Espaço linguístico, línguas de desenvolvimento durável, discriminação dos espaços e das línguas, espaços de tensões e conflitos, diasporização das línguas e glocalização, geocalização? Não, glocalização. Glocalização. E precarização e exclusão sociolinguageiras. Lá vem até aí. Voilà. Alors, de la sociolinguistique urbaine, moi je retiens deux notions, enfin trois notions dont les deux premières vont m'intéresser. Ils ont mis en place ce qu'ils appellent l'urbanisation linguistique. En gros, pour résumer, l'urbanisation linguistique, c'est un processus qui fait que la ville va modifier les pratiques langagières. Par exemple, en Afrique, la grande ville africaine va unifier les pratiques langagières. Cette notion. La deuxième notion qui me semble intéressante, c'est ce qu'ils appellent l'urbanité langagière. L'urbanité langagière fait sur le langage des jeunes des cités. Et Thierry Bulot a propos une notion que moi j'ai pas très bien compris, mais je vous la livre quand même. Au lieu de parler d'espace urbain, il propose de parler de lieu de ville, qu'il définit comme l'idée que les objets de discours, avec l'altérité, que dans la ville, il y a des lieux symboliques, des tensions de la communauté. Mais bon, ça, c'est quelque chose qui est plus proche, en fait, de nos préoccupations de discursivistes. Da sociolinguística, então, ela vai trazer algumas noções, que são essas três, e das quais ela diz que interessa muito as duas primeiras. A primeira é a linguística, né, que é um processo que faz com que a cidade edifique a prática linguística, a linguagem, né, que é uma forma de falar urbana, né, urbanas, né, que vai se apropriar então da linguagem dos jovens. E aí ela traz um autor que é o Bulot, que vai, ao invés de falar de espaço urbano, vai falar de lugaridade, da comunidade. Ela diz que isso é algo mais para das pesquisas duas. Slide suivante. Voilà. Alors, donc, on a vu Calvet, on a vu le travail de Thierry Bulot, institutionnalisation de la... Il y a une autre équipe de chercheurs qui se sont occupés particulièrement des mots de la vie. Donc, entre 1995 et 2010, il y a un programme CNRS UNESCO qui s'appelait Les mots de la ville. Ce programme a, pour le moment, fourni les 4 que je vous ai mis en slide. Ça s'appelle la collection s'appelle dirigée par Jean Deveau et Christian. Cette collection pose de viser le champ de l'urbanisme à partir d'une interrogation sur les mots. Et leur principe, c'est que, je cite, les mots qualifient et structurent l'espace urbain. Les mots qualifient, donc nomment et structurent l'espace urbain. Bom, ela fala então que orgama as palavras da cidade, são por Christian Topolov, né, é uma coleção, como indica o nome, que propõe visitar o campo do urbanismo a partir de uma interrogação sobre as palavras, partindo do princípio, e aí ela cita, de que as palavras qualificam e estruturam o espaço urbano. E é uma coleção que tem 4 tomos. Voilà, ça vous intéresse, il y a un carnet, hypothèse, qui s'appelle Mots de la ville. Et alors, après, les disciplines, j'ai Hélène Rivière d'Arc.
Donc Christian Topalov, lui, il est sociologue et historien. Paul Wald, qui est un psychologue social, qui a dirigé un numéro. François Leimdorfer, un sociologue. Et Jean-Charles De Paul. Évidemment, ce qu'on remarque, c'est que dans le directeur de ces volumes, il n'y a pas de liste. Le domaine d'investigation, c'est des langages sont organisés, des liens très étroits avec la sociolinguistique. Et dans la bibliographie, vous avez un article de François Leimdorfer de 2012 qui explique ce lien. Donc, si vous voulez, le lien avec la linguistique, il est un lien par la sociolinguistique, et deux, un lien de revue, certains chercheurs qui ont travaillé, mais surtout à travers un lien et institutionnel plus que de recherche. Então, ela vai falar um pouco do... Bom, ela começa dizendo que se chama Les Mots de la Ville, cujo endereço está ali. E aí ela vai falar um pouco do grupo, né, que também são aqueles autores que estão ali, né, estão no PowerPoint dela ali. E ela faz o destaque de que não há nenhum linguista, são sobretudo sociólogos, e um laço que a crítica é sociolinguística e é mais pela institucional do que de fato um projeto conjunto. Alors, il y a eu donc un numéro de Langage et Société, numéro 96, en juin 2001, dont voici le sommaire. Alors, ce sommaire est très intéressant. Donc, ce numéro, il est à ce projet Les Mots de la Ville. Ce sommaire est très intéressant. Vous avez 3 articles qui concernent les maladies, un article sur les enseignes commerciales, un article sur l'article du mot quartier. On est vraiment dans ce que je vois comme le fil rouge depuis le début. On est dans le lexique, la nomination de la ville. Et puis, il y a un article de François Leimdorfer sur le travail de Paul Wald, dont je vais parler, et puis un article d'une chercheuse qu'on connaît un petit peu, qui s'appelle Mirlandi, La ville comme espace politico-symbolique, des paroles désorganisées au récit urbain. Ce numéro est extrêmement intéressant parce que Paul Wald, intermédiaire d'Leimdorfer, sont les à vraiment prendre en compte la question de l'activité du sujet, c'est-à-dire vraiment la question de la position sujet et la question des mots de la ville ou du discours de la ville comme étant une construction-interprétation sujet parlant. Les autres articles sont dans une position de surplomb sémantique, lexicologique, etc. Donc j'ai trouvé que, historiquement, dans le projet qu'on est en train de connecter, c'était intéressant, ce numéro-là était tout à fait intéressant. Donc il y a, si je récapitule, des approches externes, et puis des approches qui ne sont pas vraiment internes, mais qui associent l'interne et l'externe, et qui sont pour moi de l'approche écologique, dont l'approche de Gandhi. Bom, ela vai destacar esse número da revista Linguagem e Sociedade, né? Vai dizer que é um número muito interessante. Vai falar de 3 artigos que falam sobre a cidade. Um deles, Paul Wald, e também o trabalho da Eni Orlandi, né? Que também está marcado nesse número da revista. Ela diz que são os únicos que dão conta da questão da subjetivação do sujeito. Então, ela fala de abordagens externas e de abordagens internas. Alors, au même moment, il y a eu une activité importante autour des mots de la ville, parce qu'il y a eu un article, un numéro de la revue Genèse, qui est une revue d'histoire, et aussi un numéro de la revue Mots, les langages du politique, on est en 2003, qui s'intitulait La ville entre dire et faire. Ela vai falar então dessas duas, né, junto com a anterior, dessas duas revistas, revista Gênesis, né, As Palavras da Cidade, e também a revista Mots, as linguagens do político, a cidade entre dizer e fazer. Alors, dernier point, et puis j'en aurai fini avec même ma première partie. Actuellement, donc, outre le groupe de Rennes en sociolinguistique urbaine, dirigé par Sonia Branca, qui a recueilli le corpus de français parlé parisien, qui est composé d'un ensemble d'interviews sur les quartiers de Paris et de la proche banlieue. Donc c'est en ligne, sur l'oral, et en particulier l'oral en français, vous avez tous les enregistrements des enquêtés. Alors,
pour moi, ce travail est tout à fait emblématique de ce qui se fait actuellement en sociolinguistique, en linguistique, un peu en analyse du discours sur la ville. Dire qu'il traduit, à mon avis, une fusion entre le discours sur la ville et le discours de la ville. J'ai toujours trouvé très curieux que le parler parisien, donc ce que Bulot appelle la ville comme productrice lexicale, effectivement, il y a un accent parisien, il y a un argot parisien, que le parler parisien soit saisi, en fait, demande aux gens de parler de Paris. Donc ça m'intéresse beaucoup, cette association entre le parler sur la ville. En tout cas, qu'il s'agisse du parler de la ville ou du parler sur la ville, il manque, moi, ce qui fait l'objet ici de ma petite exploration, ce qui m'intéresse, c'est le fait de cet objet-là qui me semble manquer dans tous les travaux que je vous ai présentés jusqu'à présent. Bom, ela fala do trabalho, ela fala de um trabalho da Sonia Branca, que é para ela que se faz em sociolinguística e linguística sobre a cidade. Ela diz que o corpus, né, existe todo um corpus do falar francês parisiense, que está composto de um conjunto de entrevistas, né, sobre os bairros e a periferia. Ela diz que está online e que então é possível acessar, né, ter acesso a esse corpus. Ela fala que há ainda assim uma confusão do discurso sobre a cidade e o discurso da cidade, ou falar da cidade e falar sobre a cidade, e ela diz que o que interessa para ela, né, é o falar da cidade. Falar na cidade, tá. Voilà, donc pour terminer, je vous présente donc les deux approches qui restent très rapidement. Juste un concept de Paul Wald, psychologue social. Il propose la notion de registre discursif. Et il appelle registre discursif une production de discours en situation et d'interaction entre les acteurs. Le registre discursif, pour lui, c'est le registre de l'activité en cours. Donc là, vous voyez qu'on pénètre véritablement à l'intérieur de l'activité discursive des sujets. Bon, et puis je passe parce que c'est un petit peu long. Juste les registres discursifs. Bom, ela vai trazer então a abordagem do Paul Wald, né, que vai trabalhar com a ideia de registros discursivos, que é a produção de discursos em situação e na interação entre os autores. Para ele, o registro, esse registro discursivo é o registro da atividade em curso. Voilà. Et évidemment, l'approche des Néerlandais, que vous connaissez bien, mais je voudrais ici juste pointer ce que moi j'ai utilisé ici dans ma conférence. Donc, c'est un extrait de son article de Langage et Société. Donc, la ville en tant qu'espace symbolique particulier, l'île en tant qu'espace où se matérialise, et je l'ai mis en couleur parce que c'est vraiment ça qui m'intéresse, des gestes d'interprétation spécifiques. Et quand vous parlez de gestes d'interprétation spécifiques, vous mettez forcément à la place du sujet. C'est-à-dire vous observez véritablement de l'intérieur, dans son environnement écologique, la manière dont le sujet parle dans la ville et construit son parcours urbain par la parole. Donc c'est ce qu'elle appelle l'ordre du discours urbain. Et je rappelle juste, je pense que vous connaissez bien, mais peut-être que c'est un peu loin pour certains, la distinction qu'elle fait entre ordre et organisation. L'ordre étant du côté du symbolique et l'organisation étant du côté de l'empirique et de l'imaginaire. Je passerai la slide suivante. Ela vai falar então agora, falou agora, né, da abordagem da Eni Holland, e ela diz que a gente bem conhece, e ela traz um recorte do artigo publicado pela Eni na revista Langage et Société, que se chama A Cidade como Espaço Político Simbólico das Falas Desorganizadas, a Narrativa Urbana. E ela diz que o que ela destaca em verde é o que realmente interessa para ela, né, que é os gestos de interpretação específicos. E ela diz que a partir disso a Eni observa o lugar do sujeito imerso, né, no meio ambiente, ou na cidade, né, o seu lugar ecológico. Ela diz que seria a ordem do discurso urbano. E aí ela fala da distinção, que a gente deve conhecer a distinção que a Eni faz entre ordem e organização. Donc j'avais mis deux autres extraits d'Eni parce que je vois que le temps passe. Je passe à mon second point, urbanité technodiscursive à constituer. Alors,
Donc, il y a des travaux, donc c'est toujours le champ français, pour le moment je n'ai exploré que le champ français, je m'occuperai des autres champs un petit peu plus tard. Il y a des travaux en sciences humaines et sociales, surtout en sociologie, en France, sur les urbanités numériques. Et donc, ce que je vais faire là, je vais en passer 3 en revue, vous présenter 3 recherches concernant les urbanités numériques pour en faire des contributions pour l'analyse du discours numérique sur la ville, avec les points de départ suivants. Donc, dès que on va se pencher sur le fait de vivre et d'être dans la ville, dans les écosystèmes numériques, hein, donc c'est un double dent, qu'on va effectivement travailler sur les positions sujets, sur l'interprétation, et qu'on va travailler à partir d'usages et des pratiques, hein, et non pas à partir d'une observation extérieure. Donc mon terrain sera celui du colloque, hein, le web de zéro. Je vous rappelle qu'on l'appelle le web social ou le web conversationnel, donc on a vraiment l'idée du lien, de la relation qui est tout à fait structurelle, donc les sites, les blogs, les réseaux sociaux, et aussi bien sûr les applications mobiles sur smartphone et tablette, les deux étant liés. Non. La matière discursive et le corpus, ce seront des discours natifs du web, et du coup ça va m'amener à présenter 2 types d'espaces discursifs numériques, des lieux numériques sur le web avec ou sans localisation, et des applis mobiles qui, elles, sont structurées par la localisation intégrée, comme l'application Grindr dont je vais parler tout à l'heure. À l'urbanisation linguistique de la sociolinguistique dont j'ai parlé, je vais substituer l'idée d'une urbanisation numérique, c'est-à-dire l'idée que le numérique va imprégner, colorer, modifier nos manières d'être, de vivre et de parler et de bouger dans la vie, utiliser la ville, toutes ces activités-là étant évidemment articulées ensemble dans une synthèse. Et de la notion d'urbanité langagière que je vous ai présentée tout à l'heure, je vais dériver la notion d'urbanité langagière et d'urbanité discursive. Bom, então ela passa pelo ponto que é a urbanidade tecnodiscursivas, né, campo a se constituir. Ela diz que trabalham em ciências humanas e sociais, né, vão contribuir para a análise do digital. Então ela vai falar sobre esses pontos que estão aí, né, Smart cidade conectada, né, sobre que é o estar na cidade, né, nos ecossistemas numéricos, né, que diz respeito ao sujeito, sobre os usos e as práticas né, na cidade, sobre o le terrain, né, no espaço da cidade. E aí tem a ver com o segundo ponto ali, que é o Web 2.0 ou o Web social, ou web conversacional, né, que são sites, blogs, aplicativos, etc. Ela vai falar também da matéria discursiva e corpus, que são os discursos nativos da web, né, que vai levar ela a apresentar de lugares digitais ali, que estão ali com lugares numéricos sobre a web sem geolocalização e os aplicativos móveis, né, com então, a geolocalização. Um quarto ponto seria a urbanização linguística, da qual ela falou anteriormente e que ela vai derivar, né, ou vai substituir, na verdade, por urbanização numérica, que ela diz que modifica a maneira de viver na cidade, né, e as suas atividades. E o último ponto, urbanidades linguageiras, que ela também apresentou anteriormente, que ela vai preferir, vai substituir por urbanidades tecnolinguageiras e tecnodiscursivas. Alors, très rapidement, parce que le temps passe et je voudrais arriver au cas empirique, il y a un sociologue français qui s'appelle Dominique Boulier, qui a une importance assez considérable sur ces questions-là, qui dès 2000 publie un essai qui s'appelle L'urbanité numérique. Et donc, il donne plusieurs âges de la ville place forte, donc la ville fermée sur elle-même du Moyen-Âge, si vous voulez, la ville dans la configuration européenne, hein, la ville marchande, donc la ville ouverte sur les relations, et pour lui, la troisième ville, c'est la ville intelligente numérique. Ela vai falar de sociólogo francês, que é Boulier, né, esse autor que está aí, Dominique Boulier, que escreve desde 2000. Ele tem esse livro, que é a Urbanidade
numérica, discursividade digital, e ela vai falar, ele traz, né, os 3 tipos de cidade, dos quais ela vai destacar, então, a cidade fechada, né, medieval, Fortaleza, a cidade mercado, e a cidade inteligente ou digital. Celle-là. Ah voilà, celle-là. Voilà, donc je passe un petit peu, mais je vous encourage à lire cet ouvrage bon, qui ne dit pas grand-chose sur le discours. En revanche, c'est quelqu'un qui dit quelque chose de sens. Et donc finalement, en tant que sociologue, il prend l'action du sens de manière, du sens construit par le citoyen dans la ville, de manière un petit peu plus proche que les sociologues qu'on a vus. Et alors, il pose un thème très, très intéressant qui est l'idée qu'il n'y a pas d'équivalence directe entre l'information et le sens. Et donc pas d'équivalence entre la donnée et le sens. Et il écrit, il disposait de cadres plus larges, plus ancrés dans des traditions, pour pouvoir convertir des données en sens. Et ça, la conversion des données en sens, c'est tout à fait le travail du discours, en fait. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'interprète. Et donc, finalement, même en tant que sociologue, sans prise en compte des matérialités discursives, Dominique Boulier parle en fait, à mon avis, de l'activité discursive. Bom, ela vai trazer a noção de urbanidade digital desse autor, desse sociólogo Dominique Boulier. Ela encoraja, né, a obra. Ela diz que ele diz algo sobre o sentido de modo mais próximo que sociolinguistas que ela falou anteriormente. Mesmo ele sendo um sociólogo, né, ele vai trabalhar mais com a questão do sentido, converter os dados em sentido. Alors, premier exemple de travail sur la sociologie des rencontres urbaines, l'exemple de l'application Grindr. Beaucoup de travaux sociologiques en France sur l'application Grindr internationale. Je ne sais pas si ça vous l'utilise. Donc, c'est une application de rencontres sentimentales, amoureuses. Enfin, vous en faites exactement ce que vous voulez. Et donc, on a là une pratique discursive qui est la pratique de la rencontre. Alors, il y a en particulier 2 articles sur cette question-là. Le meilleur, enfin, il est absolument excellent, celui de Carole Arrière, La Gay sur l'application mobile Grindr, déterritorialisation des rencontres et privatisation des pratiques sexuelles. C'est tout nouveau, c'est en 2015, c'est sorti il y a quelques mois, c'est un article tout à fait extraordinaire. Et puis, un article un petit peu plus bref d'Arnaud Alessandrin Ivobo en 2014, qui s'appelle « Espace homosexuel dans la ville ». Alors, il y a aussi, alors ça c'est tout à fait emblématique, le premier numéro d'une revue LGBT qui s'appelle Miroir, Miroir, une revue très très engagée dans la défense des minorités sexuelles. Le premier numéro était entièrement consacré à Grindr, s'appelait Grindr mon amour. Et donc ça, c'est très intéressant parce que, on est un peu en dehors de notre sujet, mais on a un lien quand même entre recherche numérique, jeunes chercheurs sur les genres et les sexualités et défense et position militante LGBT. Bom, então, exemplo que ela vai dar, né, desses trabalhos em sociologia dos encontros urbanos, né, é o exemplo do Grindr, né, é um aplicativo de encontro, e vai falar que há bons artigos sobre isso, né, e ela vai trazer 2, um deles que é de Carole Rivière, que ela acha que é extraordinário, né, na palavra dela, que é a paquera gay sobre a aplicação móvel, sobre o aplicativo móvel Grindr, desterritorialização dos lugares de encontro e privatização das práticas sexuais. E o segundo, que ela diz que é emblemático, né, que é Espaços Homossexuais na Cidade. Ela diz que é o primeiro número de uma revista sobre homossexualidade que é totalmente consagrado ao Grindr, né, esse aplicativo. Donc alors, dans l'utilisation de l'appli, écrivent Carole Rivière et ses collègues, donc lorsqu'un utilisateur ouvre l'application sur son mobile, les autres utilisateurs connectés à proximité apparaissent à l'écran.
la géolocalisation via le mobile, c'est ça qui m'intéresse, inscrit presque dans le corps propre de l'individu un marqueur qui se déploie dans l'espace physique en temps réel. Donc, sociologues, ils saisissent très très bien que la discursivité de l'application va inscrire l'espace de la ville dans le corps de l'utilisateur de l'application. Donc ça rejoint tout à fait moi une notion que j'ai proposée il y a quelques années, la notion de corps-discours, avec l'idée que la scripture et les écrits sont inséparables de la corporalité. Hein, c'est pas l'idée que on écrit sur le corps, c'est pas l'idée qu'on va écrire du corps, mais c'est l'idée d'écriture est vraiment le corps et le corps est vraiment dans l'écriture. Hein. Donc là, on a quelque chose qui se passe avec cette appli. Bom, ela vai dizer que os sociólogos, então, eles entendem que a discursividade se inscreve no corpo, né, a geolocalização via o aplicativo móvel, né, se inscreve no corpo próprio do indivíduo, é um marcador que se move, né, no espaço físico em tempo real, como está ali. E ela vai falar da importância da compreensão da escritura no corpo, do corpo na escritura. Et la deuxième information que je tire de cet article et qui est tout à fait contributive à la notion de contextualisation techno-relationnelle que je défends, c'est l'idée que, on regarde la deuxième phrase de la citation 161, le marqueur de localisation, non pardon, la première phrase, la première spécificité ou originalité de Grindr est que cette information de localisation ne renvoie pas à une position précise qualifiée. Donc, on n'a pas de localisation géographique externe. Le marqueur de localisation opère comme un radar égocentré qui repère et trace les frontières du réseau social sur le territoire physique, puisque, donc, si vous regardez le troisième écran, l'application va signifier la place de la personne par l'intermédiaire du nombre de centaines de mètres qui vous séparent de la personne. Donc, la mesure, ça va être la distance. Hein, donc, on n'a pas de localisation externe. Et donc cette idée, ce que Carole Rivière appelle le radar égocentré, donc on est dans quelque chose de tout à fait déictique. Moi, dans mon travail sur les réseaux sociaux, je l'appelle contextualisation techno-relationnelle. Une jeune chercheuse actuellement propose une autre appellation, mais que je trouve vraiment intéressante, tout à fait efficace. Elle parle de données idionumériques. C'est l'idée que sur le web social, votre position sujet est absolue et que ce que vous voyez n'a pas d'extériorité et ne peut pas être redupliqué, n'est pas réplicable par un autre individu. Donc effectivement, vous utilisez Grindr, c'est un radar égocentré et les informations que vous recueillez n'existent que par rapport à vous et pas du tout et ne sont pas utilisables par quelqu'un d'autre. Et quand vous consultez votre compte Facebook, c'est exactement la même chose. Il y a une espèce d'égocentrisme au sens technique du terme des réseaux sociaux, puisque ce que vous voyez, vous êtes absolument le seul à le voir. Ça n'est pas réduplicable et pas partageable, comme une page de presse, par exemple, par quelqu'un d'autre. Bom, é a segunda informação, então, que ela vai tirar dessa escrita, né? A primeira especificidade ou originalidade do Grindr, né, do aplicativo, é que essa informação de localização não leva, né, não envia uma posição precisa qualificada, né? O marcador de localização opera como um radar egocentrado, né? Ela vai destacar bastante isso, que retoma o traço e traça as fronteiras da rede social sobre o território físico, né? O aplicativo significa o lugar pessoa. Ela vai dizer também que é uma espécie de egocentrismo que está funcionando aí do mesmo modo que quando se acessa uma página no Facebook, por exemplo, né? Isso não é partilhado, né? Algo egocentrado. Daí essa ideia do radar egocentrado. Donc, je vais passer aux deux, trois. Voilà. Bon, donc je passe un peu sur Grindr. Alors, deuxième exemple,
les travaux de François Huguet. Alors, François Huguet, c'est un sociologue qui travaille sur la ville américaine de Détroit. Nous, en France, on dit Detroit. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi l'affaire de cette ville. Le 18 juillet 2013, la ville se fait faillite avec 18 milliards de dollars de dettes. Et donc, la ville périclite. Vous avez dû voir des reportages et des photos de cette ville qui est en train de devenir une ville morte. Par exemple, en 1950, il y avait 1 800 000 habitants. En 2010, il y en a 713 villes. Donc, un des grands exemples de villes dévastées pour des raisons économiques, puisque General Motors, qui était la grande industrie automobile de la ville, a fait faillite. Et donc, du coup, la ville a fait faillite avec elle. Et donc, François Huguet, je vous ai mis les références de 2 articles que vous avez aussi en bibliographie et qui sont accessibles en ligne, fait sa thèse là-dessus. Et donc là, vous avez dans la revue Urbanité, qui, entre parenthèses, devrait beaucoup intéresser vraiment le Lab et la revue RUA, c'est une très bonne revue. Et François Huguet fait sa thèse sur la manière dont les citoyens, délaissés par les pouvoirs, ont mis en place des espèces de groupes, des espèces de brigades de digital stewards, des médiateurs, régisseurs socioculturels bénévoles, qui, grâce au numérique, essaient de cicatriser la ville. Donc, François Huguet parle de cicatrisation urbaine. Bom, ela vai trazer o trabalho desse autor, que é François Huguet, e ela conta que vai trabalhar, né, agora no final ela está falando sobre a tese desse autor, que é sobre a cicatrização da cidade. Bom, no início ela falou que em julho de 2013, né, a vila americana, a cidade americana de Detroit, ela vai se declarar falida, né? E ela diz que é uma das cidades que foi destruída pela questão econômica. E ela diz que ela traz aí 2 referências, né, com 2 artigos que ela considera importantes desse autor, que é o François Huguet, que estão ali no slide. Alors, je passe. Ce que je voulais faire en présentant le travail de François Huguet, c'est montrer comment un sociologue présente ce qui lui semble, lui, un travail social, mais ce qui est en fait pour nous un travail discursif, et la manière dont il présente le travail discursif comme configurateur de la ville. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement les gens qui sont cicatrisés, ce n'est pas simplement les citoyens qui sont réparés, mais c'est vraiment la ville qui va être réparée. Donc là, on a vraiment un lien, une intégration entre discours du citoyen et la ville, et c'est vraiment cet objet-là qui m'intéresse. Oi, bom, ela diz que como esse sociólogo, ele vai apresentar um discursivo, então, sobre a cidade, né, pensando a questão do corpo e da cidade. Voilà, donc je passe à mon 3e et dernier point. Je vais essayer de faire rapidement parce que je vois que le temps passe et que je dise un petit peu trop de temps. Alors, discours solidaire en ligne, les pratiques technodiscursives de l'urbanité. Alors, d'abord, une petite typologie du web solidaire. Il y a 3 types de solidarité sur le web. Il y a une solidarité verticale traditionnelle. En gros, les riches et les puissants vont aider les pauvres et les faibles. Une solidarité horizontale participative qu'on appelle Internet des faibles, qui est une notion qui m'intéresse beaucoup, pour dire que les pauvres et les faibles vont s'aider entre eux. Et puis des formes de solidarité mixte. On va avoir une solidarité verticale et une solidarité horizontale. Donc ça, c'est la petite typologie que je pose pour le moment. Elle n'est pas très élaborée. Il faut ajouter, et ça on va le voir avec ce qui s'est passé le 13 novembre, le critère de une organisation préalable ou bien quelque chose de spontané. Bom, ela traz uma pequena tipologia, né, da web solidária, que é a solidariedade vertical tradicional. Ricos e poderosos, né, ajudando pobres e fracos. A solidariedade horizontal e participativa, a internet dos fracos, os pobres e os fracos se ajudam entre eles, e a solidariedade vertical e horizontal,
e é preciso aí acrescentar o critério de organização pré-estabelecido, né, espontâneo. Voilà. Donc là, maintenant, je vais vous présenter assez rapidement, sans vraiment commenter, une série d'exemples. Et puis, je terminerai en essayant de formuler les questions recherche, les questions véritablement que ces exemples-là posent à l'analyse du numérique et à l'analyse du discours tout court. Alors, l'exemple de solidarité verticale, l'exemple des sans-A. Donc, en France, sans-A, ça veut dire sans-abri. Donc, alors, il y a un site qui a été créé, ça c'est la Facebook du site. C'est un projet vertical, c'est un projet associatif qui a été créé par un très très jeune homme. Donc voilà la page du site, qui a 19 ans, qui a contracté un emprunt pour financer son projet. Donc c'est un projet de visibilisation des sans-abri. Donc ce qui est très intéressant, bien sûr, c'est le titre, le sous-titre du site, sans A mais avec histoire. Donc on a l'idée que le sans-A, le sans-abri, va être approché et construit par sa mise en histoire, donc par sa mise en langage. Et alors, sur ce site, vous avez des enregistrements, des témoignages oraux sans-abri, des rédactions de chroniques de leur part, ceux qui ont envie d'écrire. Et donc vous avez une espèce de présentification numérique de la personne du sans-abri qui du coup devient le personnage d'une histoire. Donc là, je vous donne trois slides qui sont c'est l'ensemble de la page d'accueil actuelle des sans-A, avec Martin Besson, qui est la première partie à gauche, qui est ce jeune homme de 19 ans qui s'est lancé ses études et qui est lancé dans ce projet. Bom, ela passa para o terceiro ponto, né? E depois ela diz que vai terminar a apresentação dela falando das questões que isso vai colocar para o digital. Ela vai apresentar então um exemplo do que seria a solidariedade vertical. Então ela traz como exemplo essa página do Facebook, Sons Sem A, Sem Abrigo, Sem Abrigo, né, que foi criado, pelo que eu entendi, por um rapaz de 19 anos, um rapaz de 19 anos. Então ela vai mostrar aí a página. Né, ela diz que é algo um pouco particular, né, um jovem fundador. E no site a gente pode encontrar registros, o que ela chama de registros e outras coisas, et o que ela chama de presentification du digital. Alors, deuxième exemple de solidarité que j'appelle mixte, c'est-à-dire verticale et horizontale. J'ai deux exemples. Un projet qui s'appelle Tweet de rue. C'est la Fondation Abbé Pierre en France qui a lancé cette opération en partenariat avec France Inter, qui est une des grandes radios chez nous, en 2013. Donc, pendant plusieurs mois, des personnes en grande précarité qu'on a équipées d'un téléphone portable et d'une connexion Internet partagent leur quotidien sur le réseau Twitter, et leurs messages étaient repris sur l'antenne de France Inter. Alors, ils sont 5. Vous avez, donc le projet est arrêté maintenant. Vous avez Moustique, Manu, donc les comptes existent toujours, donc vous pouvez aller les voir. Patrick M, Ryan, et puis Nico Pompon. Voilà. Alors, c'est un corpus complètement passionnant pour travailler en analyse du discours, parce que voilà, ils disent énormément de choses, et en particulier leur parcours dans la ville, hein, la mise en discours de leur parcours dans la ville. Donc ça, c'est le premier exemple de solidarité mixte. Ils vivent dans la rue, ils vivent dans la rue et ils tweetent. Voilà. Bom, é o primeiro exemplo do que ela chama de solidariedade mista, né, que é a mistura da vertical e da horizontal. E ela traz os exemplos que ela mostra ali, né, os slides que ela mostrou ali. Então vai falar do Moustique. Bom, antes disso, né, são pessoas em situação de precariedade,
né, e que partilham, tem um celular e que partilham as suas histórias. Então ela vai trazer os exemplos do Moustique, que é o que tá ali, o Manu, Patrick M, e Rian e Nico Pompom. Então são os exemplos que ela mostrou ali nos slides. Deuxième exemple qui m'intéresse de solidarité mixte. Donc, ce que j'appelle solidarité mixte, c'est qu'il y a évidemment un riche, un puissant qui donne de l'argent, mais après qui permet une solidarité horizontale, c'est l'opération Un café suspendu. Alors, l'opération Un café suspendu nous vient de Naples. C'est l'idée que dans un café, vous commandez un café, vous en achetez 2, vous prenez un petit papier que vous déposez sur le bar, et donc vous proposez, il y a un café qui est suspendu, qui est en attente pour quelqu'un, n'importe qui, un pauvre mais aussi un riche, qui va entrer dans le bar, qui va demander est-ce qu'il y a des cafés suspendus, et si oui, vous pourrez prendre un café gratuitement. Alors, donc, il y a une association, l'association Le Café Suspendu, et alors là, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est évidemment la procédure de géolocalisation. Donc vous avez un site, mais qui s'est arrêté, ça ne fonctionne plus, ça fait à peu près 1 an, cette carte date d'1 an, donc Coffee Funders, qui répertorie en Europe toutes les villes où vous avez, alors c'est des cafés suspendus, mais aussi des sandwichs suspendus, avec le nombre, vous voyez, par exemple, à Bruxelles, il y a 44 cafés suspendus ou 44 sandwichs. Et donc j'ai évidemment fait une recherche sur Paris, donc c'est plus du tout à jour, ça ne fonctionne plus, ça n'a pas tellement pris en France, mais il y a 1 an, vous saviez qu'au centre de Paris, vous avez 3 cafés suspendus, dans le petit café numéro 18 en bas, dans le petit café en bas, dans le 13e arrondissement, vous en avez 18, etc. Donc là, avec une simple connexion, le sans-abri ou quelqu'un d'autre, si vous voulez, perçoit la géographie de la ville de manière solidaire. C'est-à-dire qu'ici, la solidarité mixte est une géographie de la ville, puisque de même que pour Grindr, la géographie de la ville se fait par les possibilités de rencontre, ici, le parcours urbain, le parcours de la ville se fait à travers les données d'information qui sont transformées en sens par le désir de prendre un café, et donc la disponibilité de ces cafés suspendus intervient tout à fait sur la physionomie de la ville. Bom, é o segundo exemplo do que ela chama de solidariedade mista, que é um café suspenso, a gente pode dizer, eu acho, né? Que funciona mais ou menos assim: alguém vai e pede um café e ganha 2 cafés, e um deles fica para alguém que pode vir ao lugar e pedir e perguntar: tem um café suspenso? Então essa pessoa leva o café. Ela diz que tem também o sanduíche suspendu, sanduíche suspenso também. E é a operação café suspenso, né, que ela chama, que é um exemplo de horizontal e vertical. Ela vai dizer que o que interessa... Mista, solidariedade mista. Ela vai dizer também que o que interessa aí é a questão da geolocalização, porque o sujeito percebe a geografia da cidade de maneira solidária, né? Aqui o percurso da cidade se faz através do dado e da informação. Alors, je passe, là je vous montre juste 2 comptes de SDF, vraiment de solidarité horizontale. Il n'y a pas beaucoup de comptes de SDF, donc sans domicile fixe. Là, vous avez Dédé le SDF et puis le Père et Noël, qui sont 2 SDF, mais qui ont spontanément ouvert leur compte Twitter. Ils ne font pas partie d'une opération financée, donc là on est vraiment sur la solidarité horizontale. Sans domicile fixe. Sans domicile fixe. J'ai cherché ça. Sans abri, SDF, chez nous c'est à peu près synonyme. Sans domicile fixe. D'accord. Bom, ela vai mostrar então um exemplo do que ela chama de solidariedade horizontal. E ela diz que tem 2
duas páginas sobre solidariedade horizontal, que é o sem domicílio fixo, né? Então ela mostra esses dois. Alors, un autre exemple donc tout récent de solidarité horizontale, donc ce que j'appelle la solidarité horizontale, le terme est peut-être pas bien choisi, c'est une solidarité qui est vraiment de citoyen à citoyen, sans intervention de quelqu'un qui serait en position de pouvoir et de hiérarchie. Donc là, vous avez un exemple de solidarité horizontale parfaitement spontanée qui s'est déclenchée donc vendredi soir à 22h34. Donc, les premières fusillades ont eu lieu vers 22h, 21h45, 22h. Et donc, à 22h34, Sylvain Lapoix, qui a un compte Twitter, qui est un journaliste, lance le hashtag porte ouverte. Ceux qui peuvent ouvrir leurs portes, géolocalisez vos tweets, porte ouverte pour indiquer les lieux sûrs, puisque les tireurs tirant dans les rues à Paris, les gens qui étaient dans la rue et qui ne pouvaient pas rentrer chez eux étaient coincés et étaient des cibles. Donc moi, j'ai pas vu ça. Ce que j'ai vu dans l'avion à 23h, moi j'ai vu ça. Donc là, il est 23h01. Donc à 23h01, je capte ce tweet qu'un de mes amis retweet. Si vous êtes en galère dehors ce soir, checkez le hashtag porte ouverte. Des gens de Twitter se proposent de vous accueillir. Take care. Alors, c'est évidemment extrêmement intéressant. Et là, on a vraiment une intégration techno-corpo-discursive, techno-corpo-urbano-discursive, puisque non pas par l'intermédiaire de Twitter, mais dans l'écosystème de Twitter, la réalité va pouvoir s'accomplir. Puisque si vous avez une porte ouverte, vous déclenchez votre géolocalisation, vous tweetez le hashtag porte ouverte, et donc les gens qui sont dans la rue, qui ont un portable, savent où vous êtes, connaissent votre adresse, et donc peuvent venir chez vous. Bom, ela vai dar esse exemplo também como uma solidariedade horizontal. A solidariedade horizontal para ela é sem uma hierarquia, então é de cidadão para cidadão, né? Que ela diz. O Porta Ouverte é uma hashtag, então você pode colocar a hashtag porta aberta, né? No Twitter e aí tem a relação técnico-corpo-discursivo. Ela disse que pegou um tweet né, que é o que ela, imagino que está aí, né, que diz: se você está em galère, ok, tá. Se você está em grupo fora, né, que é as pessoas em situação de rua, esta noite cheque a hashtag sim, sem domicílio fixo, né? Ah, ok. Importante, então. Então, é isso que eu não tinha, eu perdi. Não, j'ai bien dit, voilà. Então, ok, a Eni corrigiu aqui. Não. Un autre exemple, oui, c'est un autre exemple. Sim, eram as pessoas que estavam na rua no dia 13 e que estavam em perigo, né, e que poderiam colocar então a hashtag porta aberta, né, e essas pessoas então eram acolhidas, isso. Voilà, donc j'ai fait des captures d'écran de toute une conversation, j'ai pas le temps de la commenter, mais ça va tout à fait dans le sens de ce que... voilà. Alors, à partir de la soirée du 13 novembre, il y a un autre hashtag qui a été lancé, qui est Recherche Paris, et qui a permis de signaler les personnes disparues, de retrouver des gens, etc. Donc on est dans la même... dans la même perspective d'une articulation intrinsèque entre le discours, le corps, la technologie et la ville.
Et je voulais aussi mentionner un autre hashtag qui est apparu et qui me semble, je pense, encore plus que Porte ouverte et Recherche Paris, comment dire, modifier la configuration de la ville pour le sujet, c'est le hashtag Voyage avec moi. Alors, Voyage avec moi, c'est un hashtag qui n'est pas né le 13 novembre, qui est antérieur, qui est un hashtag que vous diffusez sur Twitter si vous proposez d'accompagner quelqu'un pour le protéger dans les transports urbains et en particulier les femmes voilées au moment de l'affaire Charlie Hebdo et au moment là du 13 novembre. Évidemment, toutes les personnes qui ont des apparences musulmanes sont évidemment un petit peu parfois en danger. Et donc ce hashtag Voyage avec moi est un signe que vous pouvez contacter la personne qui peut vous accompagner. Et certaines personnes mettent ce hashtag sur un bout de papier sur leur sac ou bien sur eux dans la ville comme une étiquette. Donc je trouve que c'est un exemple extrêmement intéressant d'intégration véritablement du discours, du corps de la ville, et ce que j'essaie de montrer ici, qui est que par le numérique, le discours va être un configurateur et un transformateur direct de la ville. Et puis je mentionne aussi, mais Chris résumera, alors là on n'est plus dans la solidarité horizontale, mais on est dans la solidarité mixte, verticale et horizontale. Le fameux système Facebook Safety Check de la plateforme. Donc, alors, il est vertical, il est même assez vertical puisqu'il est sélectif. Hein, il n'est pas mis en œuvre dans toutes les villes. Mais donc, c'est un système par lequel l'utilisateur lui-même se signale en sécurité. Et donc, sur nos TL, on a vu défiler des centaines de un tel se signale en sécurité, un tel se signale en sécurité. Bom, ela disse que a partir então do 13 de novembro tem uma outra hashtag que permite encontrar as pessoas, e como a que ela citou antes, que é a hashtag viaje comigo, hashtag Voyage avec moi, né? Bom, ela disse que não nasceu... Então, depois do 13 de novembro é a Recherche Paris, Procure Paris, é isso? E depois ela tem a outra, que é a hashtag Viagem Comigo, que é a anterior, que não nasceu no 13 de novembro, que é um pouco essa ideia de propor, transportar, levar alguém, né, junto. E aí, pessoas em perigo, né, contatar uma pessoa que pode acompanhar a outra, né, ao colocar a hashtag. Ela diz que essa hashtag pode ser colocada também na bolsa, então, né, as pessoas podem colocar na sua bolsa ou em outros lugares. Ela disse que isso tudo para ela são exemplos, né, esse e os outros que ela falou, são exemplos de que pelo digital a cidade ela se modifica, né? E ela fala de um outro sistema no final, de um outro sistema pelo qual o usuário pode marcar a si mesmo, né? Que a gente teve alguns, inclusive, no Facebook, né? Alguns exemplos. Bon, c'est isso. Alors, tout dernier point de cette conférence. Alors, dans ce qu'on a vu, quelles sont les questions posées à l'analyse du discours numérique? J'en choisis 3. Celle-là, j'en ai déjà parlé, donc je vais passer vite. Donc, la technocorpodiscursivité des éléments composites. Donc, composite, tu l'avais traduit? Ouais. Composite, métissé, hétérogène, je sais pas si tu... Composto, talvez seja uma tradução... C'est vraiment d'un mélange où tu reconnais plus les éléments une fois qu'ils ont été mélangés. A noção de composite que ela desenvolve, né, que é difícil traduzir em português, mas enfim, eu estou falando como composto,
mas é um composto que tem o sentido do misturado. Voilà. Donc ces exemples-là montrent un triple composite. Il y a un composite discours plus technique, ce qu'on peut appeler les technodiscours. Il y a un composite corps plus technodiscours. Ce qu'on a vu, c'est le cas de Grindr, c'est le cas de Café Suspendu, c'est le cas de Tweet de rue, c'est le cas de Porte Ouverte, et c'est le cas du Safety Check de Facebook. Puis vous avez un composite supplémentaire qui est technodiscours plus corps plus ville physique. Et il me semble que la cité connectée, elle met en œuvre ce triple composite-là, et avec l'idée que la physionomie de la ville va être élaborée dans le composite techno-corpo-physique. C'est le cas aussi de Grindr, c'est le cas de Porte Ouverte, c'est le cas de Voyage avec moi, et c'est le cas de compte Twitter de sans domicile fixe. Bom, ela vai falar então desse triplo composto, né, como eu expliquei, que é o tecno, corpo, discursividade dos elementos compostos, né? Então o triplo composto, que seria o discurso mais técnica, o corpo mais tecnodiscurso e corpo mais tecnodiscurso mais cidade física. Né? E aí ela foi dando todos os exemplos ali, dos quais ela falou anteriormente, e ela diz que ela pensa que a cidade conectada ela vai colocar em funcionamento esse triplo composto. Alors, deuxième élément dont j'ai déjà parlé, donc je passe, ce que Carole Rivière appelait le radar égocentré, la contextualisation techno-relationnelle, donc l'absolue subjectivité des applications géolocalisées et puis des comptes de réseaux sociaux. Então, um segundo ponto que ela traz é a contextualização tecno-relacional. Okay. Et puis, dernier point, la question qui est importante quand même de l'audience, c'est-à-dire qui reçoit ces messages-là. La question, en gros, la vieille question du destinataire, et c'est un terme un peu bakhtinien, la vieille question du destinataire et donc la question de la réception. Alors, il y a des chercheuses états-uniennes qui ont beaucoup travaillé sur ces questions-là. Page, par exemple, parle d'audience et elle dit qu'elle travaille sur Twitter et elle dit que sur Twitter et sur les réseaux sociaux en général, il faut sortir du schéma dyadique de la conversation et donc du système énonciatif, de la linguistique énonciative traditionnelle où vous avez un locuteur et un récepteur pour se diriger vers l'idée d'une audience très large, type audience de la radio ou de la télévision. Donc ça, c'est une notion qui me semble devoir être mise au travail dans les exemples que je vous ai indiqués. Il y a une deuxième notion proposée par Zapavinia qui est australienne. Elle parle d'affiliation diffuse. Les conversations que je vous ai montrées là sont partagées dans des collectifs. Et ce sont des collectifs qui sont diffus et modifiables parce qu'ils sont construits par les dispositifs d'abonnement, de suivi ou de lecture. Donc on a, la notion d'affiliation diffuse, c'est un petit peu une contestation de la notion de communauté. Donc on a quelque chose de tout à fait ouvert, mais en même temps, il y a quelque chose de l'ordre de l'affiliation et du lien. Donc voilà pour les deux concepts que j'emprunte à ces deux chercheuses. Et je proposerais bien, en m'inspirant du travail sur le silence de Denis et en le tirant vers ce corpus-là, ce qui n'était pas le cas au départ, à la fois pour les sans-abri, mais aussi pour les blessés, enfin les gens en danger du 13 novembre, la notion de désilenciation ou la notion de publication, c'est-à-dire que on va avoir une appropriation des outils linguistiques et scripturaux par les sans-parole, les sans-abri ou les gens en danger, qui va produire une augmentation des possibilités informationnelles subjectivisées
dans la ville, et c'est particulièrement le cas des moments de crise. Bom, em terceiro lugar, ela vai falar da questão de quem recebe, né? A questão importante aqui é saber finalmente, né, quem recebe essa mensagem, né? Ela vai falar que é o problema do destinatário que está aí em questão. E aí ela vai trazer a questão da audiência. Ela diz que no Twitter e nas redes sociais em geral é preciso sair do esquema do esquema da conversação. Peraí, que saiu aqui. Do esquema da conversação, para o qual a ideia de uma que tem essa ideia, né, de uma audiência do tipo do rádio ou da televisão. Depois ela vai falar da afiliação difusa. Aí ela traz essa autora, Zapavinha, que são as conversações partilhadas nos coletivos difusos e modificáveis, né? Construindo vias de dispositivos, construindo pelos dispositivos de abonamento, de assinatura, obrigada, de sequências e de leitura. E, por fim, inspirada, ela diz no trabalho, ela propõe isso a partir do trabalho da Eni, né, a noção de dessilenciação. Dessilenciação, a gente poderia dizer? Dessilenciação, eu acho. Isso, a saída do dessilenciamento, acho que é melhor. Que é a apropriação dos instrumentos linguísticos escriturais, né, sem fala, né? O aumento das possibilidades informacionais subjetivas numa cidade, né, ou nos momentos de crise. Voilà, donc je termine ici ma conférence avec toutes mes excuses parce que j'ai parlé très longtemps. C'est dû à deux choses. D'abord, j'ai ajouté du corpus du 13 novembre parce que ça ne me semblait pas possible de ne pas le faire. Je n'ai pas enlevé ce que j'avais fait avant. Et puis ensuite, c'est vrai que j'avais préparé cette conférence avec l'idée d'une traduction simultanée. Et donc, du coup, voilà. Donc, toutes mes excuses, j'ai parlé beaucoup trop longtemps, je vous ai pris votre temps. Merci de votre patience. Merci beaucoup.